Je suis né à Bordeaux et je me définis comme quelqu'un venant de Guyenne. Et vous nous avez fait l'amitié pour les gens qui sont originaires des Landes, de nous donner un maire. Et donc, tout ça, et je ne vais pas faire de commentaires sur le bilan du maire en question. Mais, et à Bordeaux, il y a un roi qui est né à Bordeaux, qui est Richard II. Et Richard II d'Angleterre, parce que pour moi, le véritable roi est le roi d'Angleterre, c'est un plantagenet. Et ce Richard II a été obligé de quitter le pouvoir à cause d'une révolte fiscale. Et donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi et comment, effectivement, un certain nombre de révoltes fiscales ont conduit à des mutations et à des changements dans l'organisation de l'économie, tout en ayant à l'esprit que le but aussi, c'est de conclure sur ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les impôts, histoire d'une folie française ». Et les deux premiers personnages dont je parle, c'est Pierre Poujade et Charles VII. Alors, Pierre Poujade, c'est une des révoltes fiscales, qui est une révolte fiscale des années 50. Et si vous lisez ce que racontait Pierre Poujade, vous vous apercevez que c'était assez frappé au coin du bon sens. Pourtant, être poujadiste aujourd'hui, c'est devenu une insulte. C'est le symbole d'une vision assez ringarde de la société et passablement égoïste. Et je pense que si Pierre Poujade vivait de nos jours, il tiendrait des propos qui seraient vécus comme étant plutôt frappés au coin du bon sens. D'ailleurs, Pierre Poujade, sa dernière manifestation politique a eu lieu en 1981. Et en 1981, on lui a demandé pour qui il allait voter, et il a dit qu'il allait voter pour Mitterrand. Alors les gens se sont posé la question de savoir parce qu'il s'était croisé à Vichy, puisque Pierre Poujade avait eu un passé de collaborateur. Mais en fait, ce n'était pas le cas parce que Poujade, après, avait été un authentique résistant. Donc, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et puis, Pierre Poujade, après, avait eu des destins... Non, explique Pierre Poujade, c'est parce que Mitterrand se disait socialiste, et ça se corrige, alors que Valéry Giscard d'Estaing était inspecteur des finances, et ça ne se corrige jamais. Et donc, ce bon sens général de Pierre Poujade, nous sommes en train d'en vivre une des conséquences aujourd'hui, dans la façon dont nous sommes gérés. Donc, je vais essayer de nous projeter dans le passé pour, non pas faire des anachronismes, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi Charles VII? Parce que ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé, dans ce que je raconte dans le livre, c'est que Charles VII c'est une première rupture. Je pense que dans l'histoire des impôts et de la fiscalité, il y a deux ruptures. Il y a Charles VII, et puis il y a la Révolution française, avec un départ qui a lieu en 1755. Et à chaque fois, la rupture a lieu par rapport à la perception qu'on a de l'impôt. Et je pense que nous sommes de nouveau aujourd'hui dans une situation qui est antérieure à ce qui s'est passé en 1755. Grosso modo, Charles VII, il hérite d'une situation dans laquelle les gens qui perçoivent les impôts sont persuadés que les impôts, c'est une forme de tribut militaire qui est donnée par le vaincu au vainqueur. Celui qui paie a été vaincu. Et donc, les grandes révoltes fiscales qui ont lieu en Charles VII, qui ont lieu au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, sont des révoltes de gens qui se révoltent non seulement parce qu'ils paient trop, mais parce qu'ils considèrent que les gens pour qui ils paient ne sont pas des leurs. Vous avez une révolte qui est très célèbre, qui est la révolte des Vêpres siciliennes en 1282 à Palerme. Et c'est une révolte des Siciliens contre les Angevins. Cette révolte, en tant que telle, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation que l'on a donnée, puisque au XIXe siècle, lorsque les Napolitains, les gens du royaume des deux Siciles, vont de nouveau se révolter contre l'annexion, ce qu'ils appellent l'annexion, par les Piémontais, qui est l'unité italienne, ils vont se référer aux Vêpres siciliennes en disant que, à l'époque, le mot d'ordre c'était mort aux Français, l'Italie avance, ce qui fait un acronyme quand on prend en italien, MAFIA, c'est-à-dire mafia. Et donc, ils vont théoriser, les gens qui se révoltent contre les Piémontais, le fait qu'ils s'étaient déjà révoltés au XIIIe siècle contre les Français, et que la mafia, ce n'est jamais qu'une tentative d'un État parallèle pour faire échouer l'État racketteur qui était en train de se mettre en place. Comme je le dis d'ailleurs à mes étudiants, il n'y a pas de véritable réforme, il n'y a pas de véritable changement, une véritable différence entre la mafia et l'État. La mafia, c'est un État qui est en devenir. L'État, c'est une mafia qui a réussi. La différence qu'il y a entre la mafia et l'État, c'est que dans la mafia, il y a un code de l'honneur. Ce que nous vivons au quotidien nous montre que ce n'est pas forcément partagé par les États.
Et donc, la révolte fiscale devient une révolte nationale, et est une révolte contre des gens qui sont vécus comme étant des gens qui sont extérieurs. Vous avez la même chose qui intervient et qui frappe les Français. Alors j'ai noté quelques dates pour être sûr de ne pas, mais donc c'est le 18 mai 1302, les Matines de Bourges. Les Matines de Bourges, pourquoi est-ce qu'on parle de Matines? Parce que ça se réfère aux vêpres siciliennes, et il s'agit pour la population des Matines de Bruges, pardon, pour la population flamande, pour la population de Bruges, de massacrer la garnison française et de se révolter contre la présence des Français qui sont vécus comme non seulement des étrangers, mais aussi des gens qui vous imposent un prélèvement fiscal qui est jugé excessif. Et là aussi, le mot d'ordre qui est donné par les habitants de Bruges, c'est de le faire au petit matin, parce que comme les Français sont ripailleurs et fainéants, au petit matin, on est sûr de les trouver au lit. Donc, là aussi, il y a une typologie nationale assez clairement affirmée, pas forcément absurde, qui marque bien que la démarche de la révolte est une révolte qui est autant une révolte fiscale qu'une révolte contre des gens qui vont vous imposer, au nom de la défaite que vous avez subie quelque part, un prélèvement. D'ailleurs, cette idée va perdurer dans le temps, je reviendrai là-dessus, mais lorsque Henri de Boulainvilliers écrit au début du XVIIIe siècle pour défendre la noblesse, il explique que la noblesse ne doit pas payer d'impôts parce que la noblesse, c'est les vainqueurs. C'est-à-dire qu'il explique que la France est structurée par son histoire et que dans cette histoire, il y a des gens qui ont gagné, qui sont les Francs, qui sont les nobles, puisqu'ils se sont accaparés le pouvoir. Il y a les vaincus, qui sont les Gaulois. Et puis, il y a les vainqueurs intermédiaires qui ont eu l'habileté de se réfugier dans la production intellectuelle, qui sont les Romains, et qui sont l'Église. Et donc, c'est lui qui va lancer cette idée que nous sommes des Gaulois. C'est-à-dire que la Troisième République va récupérer le discours de Boulainvilliers pour dire que le vrai peuple français, ce sont les Gaulois. Et que la noblesse, ce sont des gens qui sont extérieurs, ce sont des Francs. Bon, aujourd'hui, à dire que nos ancêtres sont les Gaulois, ça passe pour être un réactionnaire ringard zémourien. Sous la Troisième République, ça passait pour être un républicain avéré. Et donc, pourquoi est-ce que la noblesse n'avait pas à payer d'impôts? Parce que la noblesse, c'était les vainqueurs. Pourquoi est-ce que le peuple devait payer des impôts? Parce que c'était des Gaulois qui avaient été vaincus successivement par les Romains, puis les Francs. Donc, grosso modo, pendant très longtemps, l'impôt n'est jamais qu'un tribut imposé aux vaincus, et la sanction soit de sa lâcheté, soit de son incompétence militaire. Arrive donc le XIVe, XVe siècle. Ce qui va se passer à cette époque-là, c'est que les besoins des États sont très développés, avec notamment le développement de l'artillerie. Charles VII, c'est le premier roi sur lequel on assiste, on voit apparaître des combats avec de l'artillerie. La bataille qui a lieu à Castillon, pas très loin d'ici, elle est gagnée par les Français grâce à leur artillerie. Quand j'en parle d'ailleurs avec les quelques Anglais qui connaissent un peu l'histoire, ils rappellent avec une forme d'humour tout à fait british que le gars qui commandait l'armée française s'appelait déjà Monsieur Bureau. Et donc le bureau, ça a toujours été le fonctionnaire, ça a toujours été le symbole de la France s'affirmant face à son adversaire. Et donc, entre les vêpres siciliennes et les Matines de Bruges, et Charles VII. Il y a cette fin du XIVe siècle où les États s'aperçoivent qu'ils sont dans l'incapacité de se contenter de racketter ou de rançonner des vaincus et qu'ils vont être obligés de se tourner vers une partie de leur population. Donc, les États qui en subissent les conséquences, c'est la France et l'Angleterre à l'époque, puisque ce sont les pays qui sont en guerre et qui ont... et donc, d'un côté, c'est Richard II qui va finir par être obligé de quitter le pouvoir. Et l'affrontement fiscal va déboucher sur ce qu'on appelle la guerre des deux roses, c'est-à-dire une guerre entre un pouvoir qui est extérieur à la population, qui est un pouvoir qui se considère comme vainqueur, qui sont soi-disant les héritiers des Normands et des Angevins, et une population qui va être soutenue par une autre partie de la noblesse, par les Bolingbroke, qui vont devenir les Tudors ensuite, qui eux prétendent effectivement représenter le refus de payer l'impôt, parce qu'ils n'ont pas perdu, et que si l'impôt doit être la conséquence et le résultat d'une défaite militaire, eux-mêmes vont répondre par une victoire militaire face au pouvoir qui est en place. Charles VI se heurte un peu au même genre de problème, et va commencer une révolte sous Charles VI, qui va me conduire d'ailleurs à évoquer 2 ou 3 révoltes. Je ne vais pas rentrer dans toutes les révoltes parce qu'elles ont été nombreuses, mais une des révoltes qui va structurer notre vocabulaire et notre géographie. Sous Charles VI, les gens qui se révoltent, que l'on accuse d'être manipulés, en l'occurrence par les Anglais,
vont réussir à s'emparer, au sein de l'hôtel de ville, place de Grève, d'un lot de maillets. Les maillets, ce sont les matraques de l'époque. À l'époque, quand on cognait quelqu'un avec un maillet, il ne finissait pas à l'hôpital, il finissait directement à la morgue. Enfin, il n'y avait pas de morgue. C'était, bon, la police avait des formes un peu plus radicales et rapides de traiter les manifestants. Et les manifestants en question s'emparent de ces maillets, et puis ils sentent bien que ça va dégénérer, et donc ils se réfugient à l'extérieur de Paris. Ils se réfugient à Monceau, qui est une ville qui est totalement à l'extérieur de Paris. Maintenant, c'est le 17e arrondissement de Paris. Et là, le maire de Monceau leur dit « je vous donne une nuit pour récupérer, puis ensuite l'armée royale va s'abattre sur nous, donc je ne veux pas que la population de Monceau subisse les conséquences de votre révolte. » Et donc, ils partent de Monceau, si vous avez en tête la carte de Paris. Ils s'en vont vers l'ouest de Monceau pour essayer de se réfugier dans ce qui est déjà un bois relativement développé, du côté de Boulogne. Et ils sont arrêtés par l'armée royale juste à l'entrée du bois de Boulogne. Donc ils vont être tous massacrés. Comme ils avaient des maillets, on va les appeler les maillotins. Et l'endroit où ils sont massacrés, on va appeler ça la porte Maillot. Et donc, la vie quotidienne des Français va être rythmée par ces révoltes. Et ces révoltes vont devenir à la fois de plus en plus fréquentes et de plus en plus populaires, parce que les gens qui vont se révolter sont des gens qui ne sont plus considérés et qui n'ont pas de raison de considérer qu'ils ont été vaincus quelque part. En fait, à partir de ce moment-là, et c'est ce qu'on va constater autour de Charles VII, il y a cette idée que, en fait, l'impôt, ça va obéir à deux logiques, qui est toujours d'actualité. Une logique de la contrainte et une logique de l'assentiment. Alors on parle d'assentiment quand on parle des impôts, parce que l'assentiment et le consentement, c'est pas la même chose. Le consentement à l'impôt, c'est le fait d'accepter de payer des impôts parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc c'est un constat que la contrainte vous conduit à payer quoi qu'il arrive et à faire un acte de soumission parce qu'il y a une contrainte derrière. Dans l'assentiment, il y a un aspect qui est positif, c'est-à-dire que vous considérez qu'en payant des impôts, vous vous associez à quelque chose et il y a une forme de spontanéité qui dépasse la pure contrainte. Et donc, dès le 15e, 16e siècle, on commence à faire cette distinction entre des systèmes en contrainte et des systèmes d'assentiment. Les systèmes en contrainte, c'est les systèmes que gèrent les États. Et donc, pour prendre du pouvoir d'achat en fait à la population, vous avez deux modèles. Vous avez un modèle où on augmente régulièrement les impôts et on menace physiquement les gens qui refusent de payer les impôts, en isolant une partie de la population, encore une fois, en gardant la tradition que les vainqueurs ultimes, qui ont été les francs, et qui sont la noblesse, peuvent et doivent d'une certaine façon échapper en partie à l'impôt, mais en partie simplement. Et puis, le deuxième élément, c'est l'inflation. Vous pouvez prélever sur la population en modifiant la valeur de la monnaie et en multipliant ainsi le stock monétaire. Vous faites en sorte que dans une pièce qui affiche la même valeur nominale, il y ait moins de métal. Donc la quantité de métal augmente et la quantité de pièces augmente pour une quantité de métal identique et ce surcroît de pièces, vous les récupérez pour l'État et ça donne des moyens pour l'État. Et donc l'État, dans la contrainte, va gérer deux formes de contrainte, la dévaluation et l'impôt. Et puis vous avez l'assentiment, et ce qu'expliquent les juristes qui sont autour de Charles VII, c'est que l'assentiment, il va se reposer sur trois démarches fondamentales. La première démarche, c'est le vote, l'association des gens qui vont payer à la décision concernant l'utilisation des fonds. Donc c'est la première fois sous Charles VII qu'on réunit des États généraux de façon structurelle, et ces États généraux se réunissent en 1439, et Charles VII dit « je suis là pour définir les règles », et donc on va se mettre d'accord sur les règles, et puis une fois qu'on se sera mis d'accord, eh bien on appliquera ces règles. Ce qui est intéressant dans la démarche de Charles VII, il y a cette idée que les États généraux, les représentants de la nation, n'ont pas vocation à se réunir tous les ans pour voter un budget comme on le fait au Royaume-Uni. On définit les règles une bonne fois pour toutes, et puis une fois que les règles ont été définies, eh bien, on va les garder le plus longtemps possible. Si on réunit régulièrement les États généraux, ils vont avoir envie d'exister. S'ils ont envie d'exister, ils vont modifier les règles. Et s'ils modifient les règles, on va repartir dans une phase d'affrontement entre ceux qui veulent payer moins et ceux qui veulent imposer à des titres divers aux autres de payer plus. Et donc le plus simple, c'est on fixe les règles une fois pour toutes, et ensuite on ne réunit plus les États généraux que lorsqu'on pense que ces règles sont devenues obsolètes. Et puis, la deuxième façon, c'est que on persuade la population que si elle paie, c'est qu'elle a un service en retour. Et le troisième élément, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérations
qui vont être décentralisées au niveau de la population elle-même. On privatise, entre guillemets, un certain nombre d'activités. Concrètement, ça se traduit par trois choses. La première, c'est on définit un impôt, c'est la taille. La deuxième, c'est que le service rendu, c'est la protection. Et la protection va se faire par deux mesures importantes. La première mesure, c'est la création d'une armée permanente, contre laquelle va s'élever la noblesse de l'époque, qui va faire une révolte qu'on appelle une praguerie. Quand la révolte est conduite par l'élite, ça s'appelle une praguerie. Quand la révolte est conduite par le bas peuple, ça s'appelle une jacquerie. Et donc, on va avoir assisté à une praguerie parce que la noblesse considère qu'elle est, même si elle échappe en partie à l'impôt, elle est dépossédée d'une partie de ses prérogatives. Et puis, la troisième, c'est qu'on va privatiser, en quelque sorte, une partie de l'action de l'État, en la confiant à la population au travers de l'institution de la corvée. Et la grande formule, c'est que le peuple est désormais taillable et corvéable à merci. C'est-à-dire, il va payer des impôts, il va s'occuper directement des enjeux locaux, il va s'entretenir les routes, et à merci en fonction des besoins. Donc on va définir les besoins, les règles sont claires, et l'État va définir les besoins. Et donc vous avez la contrainte d'un côté, l'assentiment de l'autre. En fait, historiquement, jusque donc, au milieu du XVIIIe siècle, la montée en puissance de l'État va se faire essentiellement par la contrainte. Au XVIe siècle, on échappe à la contrainte absolue de l'impôt grâce à l'inflation. C'est-à-dire que le XVIe siècle est un siècle d'inflation, et donc on va progressivement ponctionner une partie du pouvoir d'achat de la population, on va détourner une partie de l'accroissement des stocks d'or et d'argent au profit des États, ce qui leur permet de ne pas avoir à systématiquement accroître les impôts. Néanmoins, il y a quelques révoltes. Alors, au début, il y a une révolte qui est assez célèbre, qui est la révolte des Pitot. Ce qu'il y a d'intéressant dans la révolte des Pitot, qui a lieu sous Henri II, c'est que, en fait, pourquoi je m'intéresse à elle? Parce qu'on va accuser les Pitot de ne pas avoir conscience des enjeux de la nature et de l'écologie. Grosso modo, on veut imposer aux Pitot d'acheter une certaine quantité de sel pour... c'est le réfrigérateur, le sel. Et donc, pour essayer de préserver leur nourriture. Et donc, on a calculé de combien chaque ménage français avait besoin de sel pour essayer de préserver sa nourriture. Et on oblige chaque ménage français à acheter la quantité de sel en question. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de Français ne comprennent pas ce qu'il faut faire, notamment dans la région de Saintes. Et donc, au lieu d'utiliser ce sel, ils le déversent dans les rivières. Et donc, on les punit parce qu'ils ont détruit la Dordogne en versant du sel, et que la Dordogne, à ce moment-là, est abîmée, alors que la Dordogne est un don de Dieu, c'est la nature. Donc il y a déjà, à l'époque des Pitot, une volonté de contrôler la vie quotidienne des gens au nom de la préservation de la nature. On est sous la Renaissance, d'ailleurs, vous avez une forme de retour au paganisme et donc de déification indirecte de la nature. Au XVIe siècle, vous avez une autre révolte qui est importante pour moi, parce que toutes ces révoltes, ce qui va me frapper, c'est qu'elles vont rentrer dans l'inconscient populaire. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIe siècle, contre Henri IV, les gens du Limousin se révoltent là aussi contre un impôt. En général, c'est toujours les deux mêmes impôts qui sont concernés, c'est la gabelle. On impose aux gens d'acheter du sel, ou on augmente le prix du sel. Et le deuxième impôt qui est concerné, essentiellement, c'est la taille. C'est-à-dire que c'est l'impôt, grosso modo, qui est l'impôt direct, qui est l'impôt qui est essentiellement un impôt sur les propriétés. Alors c'est assez compliqué, ça varie d'une région à l'autre. Il y a des endroits où on demande leur avis aux contribuables, ce qu'on appelle les pays d'État, et puis il y a des endroits où, au contraire, on leur impose le taux d'imposition, c'est ce qu'on appelle les pays d'élection. Et donc, tout le monde qui a fait un peu d'histoire sait que, par définition, les pays d'élection de l'Ancien Régime, ce sont ceux où il n'y avait pas d'élection, justement, il n'y avait pas de vote, où les gens qui déterminaient l'impôt étaient élus par le pouvoir royal. Et donc, à la fin, sous le règne d'Henri IV, vous allez avoir une révolte qui part d'une petite ville. Les gens se réunissent dans une petite ville qui est désormais dans la Creuse, qui s'appelle Crau, et donc c'est CQ, et donc on va les appeler dans les documents royaux des croquants. Et donc ce sont des gens qui se révoltent pour une raison fiscale, c'est Jacou, ce sont des Jacques. Le Jacques, c'est qui? C'est quelqu'un qui porte une veste coupée court par rapport à la veste longue de la noblesse. Donc il a ce que les Anglais vont appeler une jaquette. Et donc il a une veste, le Jacques, donc c'est un paysan. Et en plus, comme il est associé à Crau, il est un croquant. Et
donc, Eugène Leroy va magnifier ces révoltes au travers du personnage de Jacou le Croquant, qui est le personnage même, le symbole même de la révolte au début du XIXe siècle. Ces gens se révoltent toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'exaltation. En général, ils massacrent les agents du fisc dans des conditions assez abominables en général aussi, c'est-à-dire qu'on les torture. Il y a une forme de violence, qui est une violence qui a été contenue pendant des années, qui s'exprime. Et puis ensuite, quand ils réalisent ce qui va leur arriver, ils essaient de se débander. Donc ils essaient de trouver un moyen de... Alors après, au XVIIe siècle, les révoltes vont se multiplier, toujours un peu sous le même mode, et à chaque fois, l'autorité royale va essayer de les discréditer, en essayant de montrer que ces violences sont consubstantielles à la démarche de la révolte fiscale. Dans la propagande royale, il y a l'idée que s'ils se sont révoltés contre l'impôt, c'est parce qu'ils étaient fondamentalement mauvais. Alors, vous avez dans les gens qui se révoltent, vous avez une révolte, alors les va-nu-pieds, je vérifie, mais les va-nu-pieds en quelle année c'est? Les va-nu-pieds, c'est en 1639. Donc les va-nu-pieds, on va les caractériser par le fait que, comme leur nom l'indique, ils se définissent comme étant trop pauvres pour avoir de quoi acheter des chaussures. Et en fait, la propagande royale va dire qu'ils sont absolument incapables de lasser les chaussures. C'est-à-dire que s'ils sont vont du pied, c'est parce qu'ils sont tellement apollétiques qu'ils ne savent même pas utiliser des chaussures. Ensuite, vous avez en 1662 une autre révolte qui commence plutôt dans le nord de la France et qui s'appelle la révolte des Lustucrus. Alors c'est qui le père Lustucrus? Donc le père Lustucrus, donc pareil, ça commence, l'excitation, toujours une histoire de sel, c'est le sel qu'on utilise pour les pêcheurs. Et donc le père Lustucrus, c'est le chef, et au moment où les révoltés réalisent l'ampleur de ce qui va leur arriver, ils se réunissent tous en disant mais pourquoi on a fait ça? Et donc le chef, le père, pourquoi il s'appelle Lustucrus? Parce qu'il n'arrête pas de leur dire mais est-ce que tu aurais pu imaginer que le pouvoir royal irait à une telle abomination sur le plan fiscal? Et donc à l'époque, est-ce que tu aurais pu imaginer, on le dit, l'eusses-tu cru? Et donc il devient l'eusses-tu cru, donc le père Lustucrus, c'est celui qui dit à ses mandants, à ses complices, mais l'eusses-tu cru, est-ce que tu aurais pu imaginer qu'ils iraient jusque-là? Bon. Et donc tout ça va mal se terminer, et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, le pouvoir royal va chercher à déconsidérer les Lustucrus, et le père Lustucrus va devenir le héros d'une petite comptine, dont on va tirer une chanson, où le père Lustucrus apparaît comme un égoïste. La mère Michel perd son chat, elle crie après qui le lui rendra, et le père Lustucrus va obtenir d'elle un baiser, tout en ayant après le courage de lui dire, mais de toute façon, votre chat, je l'ai déjà vendu. Et donc, le père Lustucrus est un salaud, et un intéressé, un personnage peu recommandable. Et à la même époque, vous avez une autre révolte qui est assez intéressante, qui est celle des bonnets rouges. Alors, pourquoi celle des bonnets rouges? Parce qu'elle évoque ce qui s'est passé beaucoup plus récemment dans notre vie quotidienne. Les bonnets rouges, ça commence ici, en fait, ça commence à Bordeaux. Il s'agit à l'époque, donc, de faire un impôt sur les entreprises, qui est un impôt qui consiste à leur demander d'enregistrer leurs comptes sur du papier timbré, de remettre la situation qu'ils ont auprès de l'administration royale et de remettre cette situation sur un papier qu'ils achètent. Et donc on appelle du papier timbré, puisque les entreprises sont obligées d'acheter ce papier. Et puis on décide d'étendre la mesure à un certain nombre d'autres activités d'ordre administratif, et notamment le mariage. Et donc il y a un exalté breton qui s'appelle Sébastien Le Balpe, qui est un fanatique sur le plan religieux, qui considère qu'une telle mesure a comme conséquence d'inciter les gens à vivre en concubinage plutôt que de se marier. Et donc il va considérer que le fisc, par son action, incite les gens à vivre dans le péché. Et donc il va mener une campagne contre le fisc en disant que le problème, c'est pas tellement de savoir si on nous rançonne ou pas, le problème c'est de savoir si par les actes qui nous sont imposés par le fisc, on n'est pas conduit à avoir un comportement immoral. C'est-à-dire que des enjeux qui s'introduisent au XVIIe siècle est de savoir s'il n'y a pas une forme de légitimation, et je reviendrai là-dessus, de comportements immoraux qui sont liés à l'attitude fiscale de l'État. Alors le Sébastien Le Balpe va mal finir. La seule chose que l'on ait retenue de son aventure, c'est que
il va organiser de façon quasi militaire les révoltés, et pour transmettre les ordres, il va s'apercevoir qu'en fait les Bretons ne parlent pas tous la même langue, donc il va identifier 5 dialectes à peu près homogènes, et à chaque dialecte il va donner un bonnet d'une certaine couleur, et donc il y aura des bonnets bleus, des bonnets blancs, des bonnets jaunes. Ces bonnets sont fabriqués en Angleterre, parce que dès qu'il s'agit de foutre le bordel en France, il y a forcément les Anglais qui s'en mêlent. Et il va se trouver que le dialecte le plus parlé en Bretagne à l'époque reçoit comme caractéristique un bonnet rouge. Et donc le bonnet rouge, c'est à la fois une façon de caractériser son appartenance géographique, mais ce qui est intéressant dans cette révolte, c'est que une des composantes de la révolte, c'est non seulement le fait qu'on en a marre d'être taxé, mais aussi qu'il y a une attitude et un comportement de l'État qui devient immoral, qui a, par l'attitude de l'État, une atteinte même aux bonnes mœurs et à la réalité de ce que devrait être l'État en tant que tel. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après cette révolte, qui a commencé à Bordeaux, d'abord les Bordelais ne sont pas rancuniers, puisque il y a un cours d'Albret à Bordeaux. Albret, c'est l'intendant de l'époque, et c'est lui qui va massacrer 10% de la population locale. Mais on leur a imposé d'avoir un cours d'Albret, donc ce qui fait la force du pouvoir, c'est l'ignorance. C'est-à-dire les Bordelais vont au cours d'Albret sans savoir qui est Albret. Ils parcourent les allées de Tourny sans savoir qui est Tourny. Bref. Et donc, le prévôt des marchands à Bordeaux s'appelle Legendre, et Colbert, qui se veut être un défenseur de l'entreprise, va convier Legendre à venir le voir, et il va demander à Legendre: qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et Legendre lui répond: oubliez-moi. Il faut laisser faire, laisser passer. Et Colbert lui répond: ça, je ne peux pas. La seule chose que ne peut pas l'État, c'est d'oublier les entreprises. Il est prêt à tout, à le subventionner, puis à lui reprendre, mais l'oublier, ça, il ne peut pas. Et donc, Legendre va devenir un personnage mythique, qui sera par la suite analysé, expertisé, repris à plusieurs reprises par Vincent de Gournay. Je vous rappelle que Vincent de Gournay, Vincent c'est son nom, son prénom c'est Jacques Vincent de Gournay, et Vincent de Gournay va être un inspirateur de Turgot, et Vincent de Gournay va populariser la formule laisser faire et laisser passer, que le marquis d'Argenson reprendra par la suite. Alors, si je fais le bilan de toutes ces révoltes, c'est qu'avec l'affaire des bonnets rouges, on arrive quand même à un moment où l'État se dit que la pure répression, surtout si on n'a pas le soutien de l'inflation, la pure répression conduit forcément à une forme de blocage. Et donc progressivement, on va se mettre en place cette idée que l'intérêt de l'État, c'est de trouver d'une certaine façon l'assentiment. L'économie politique, ça veut dire historiquement, économie c'est la gestion, politique c'est l'État, c'est la gestion de l'État de façon à faire en sorte que la collecte fiscale soit acceptée de façon relativement neutre et relativement douce par la population. Et donc le XVIIIe siècle va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut transformer cet affrontement, qui est l'affrontement entre la population et l'État, en une forme de paix ou d'armistice ou de guerre froide, où la population accepte de payer et l'État en échange fournit un certain nombre de services minimums auxquels la population est demandeuse. Alors arrive 1755. 1755, c'est deux choses pour moi. 1755, c'est la publication de l'article Économie politique de l'Encyclopédie. Cet article a été écrit par Jean-Jacques Rousseau. Je ne rentre pas dans les détails sur les raisons pour lesquelles Jean-Jacques Rousseau a été amené à écrire cet article, alors que Diderot lui avait promis qu'il écrirait uniquement les articles sur la musique. La seule chose qui est importante dans cet article, c'est d'abord qu'il a tenu à l'écrire pour infirmer ce qu'il a écrit dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, où il explique que l'origine de l'inégalité, qui est à l'origine des problèmes dont souffre la société, il dit, c'était dans son discours en question, il explique que c'est la propriété. Et donc, dans l'article Économie politique, il explique l'inverse. C'est un grand homme, un grand philosophe, donc il n'est pas une contradiction près. Et il va défendre la propriété, et surtout, il va avoir une formule qui va rentrer dans l'histoire, à tel point qu'il va la renouveler à plusieurs reprises. Il va rappeler que impôt et imposteur, c'est le même mot. Que l'accent circonflexe sur le haut de impôt,
c'est le S de l'imposteur. Et donc, il explique bien que la population a assimilé le créateur d'impôts, l'imposteur, à un menteur. Et donc, le problème de la société, c'est de faire en sorte de relégitimer l'impôt de façon à ce que la population ne le vive plus comme étant un menteur. 1755, c'est aussi l'année où on exécute Mandrin. C'est-à-dire, quand on exécute Mandrin, en fait, le pouvoir royal justifie une partie des impôts, et notamment les droits de douane, sur le fait que ces droits de douane protègent la production nationale. Toute une partie du colbertisme, c'est d'expliquer à la population qu'il faut qu'elle paie très cher un certain nombre de marchandises au travers de droits de douane pour permettre l'émergence d'une unité et d'une industrie nationale. Or, Mandrin est un personnage extrêmement populaire, dont le discours est simple. Grâce à la contrebande, vous allez payer les biens moins chers. Et donc, vous avez, en 1755, le constat d'un des membres de l'élite intellectuelle que l'impôt est devenu insupportable. Et la deuxième chose, c'est que la prétention à apporter, par l'intermédiaire de la politique économique, des solutions aux problèmes des gens n'est pas légitime. Ce n'est pas ce que veulent les gens. Les gens ne veulent pas forcément qu'il y ait des emplois dans les soirées lyonnaises, ils veulent que la soie coûte le moins cher possible. Et donc, à partir de là, commence la construction intellectuelle qui sera celle du XIXe siècle, dans laquelle il y a cette idée qu'il faut que l'impôt soit le plus faible possible, il faut que l'impôt soit admis, et donc on voit apparaître la logique qui associe la représentation à la taxation. Vous savez, c'est la formule célèbre des révolutionnaires des États-Unis, c'est no taxation without representation. Il ne peut pas y avoir d'impôt s'il n'y a pas de représentation. Et puis, nous avons un questionnement sur la capacité de l'État, par son action, à fournir à la fois des services immédiats évidents, et à fournir une action politique qui favorise la production. L'idée même de la politique économique et de l'action économique est résumée au XVIIIe siècle par quelqu'un qui s'appelle François Quesnay, qui est le leader d'économistes qu'on appelle les physiocrates, qui sont ceux qui estiment que la source de la richesse est extérieure à l'État. La source de la richesse, c'est la nature, c'est la capacité à bien cultiver les champs. Et François Quesnay va avoir cette formule, pauvre paysan, pauvre royaume, pauvre roi. Si le roi veut être riche, au lieu d'imposer des contraintes violentes à la population, il doit faire en sorte que le royaume soit riche. Et pour que le royaume soit riche, il faut favoriser le personnage qui est l'entrepreneur de l'époque, le personnage qui est le créateur de richesse, le personnage qui dynamise l'économie, qui est le paysan. Donc, on rentre dans le XIXe siècle avec cette première idée, c'est qu'on va réagir à l'impôt sous forme d'assentiment. Et cette deuxième idée, c'est que cet assentiment repose sur un pilier, sur trois piliers. La représentation parlementaire, on vote, les contribuables votent. Deuxième élément, le fait que la politique économique, l'utilisation de l'impôt doit être au service de la création de richesse et qu'il y a un jeu dialectique entre l'impôt et la création de richesse. Et cette troisième idée, c'est une idée qui apparaît chez Turgot au moment où on débat sur la corvée, qui est qu'il faut définir très précisément le domaine et le champ d'action sur lequel la population va jouer le champ d'action, qui est le champ d'action traditionnellement public, et sur lequel la population va le prendre directement ou indirectement en main. La conséquence de ça, c'est qu'au XIXe siècle, vous avez d'abord un système démocratique qui est fondé sur l'impôt. Tout le monde parle de classe moyenne, mais personne ne sait ce que c'est que la classe moyenne, si ce n'est qu'elle est en train de disparaître. Elle disparaît depuis 1848. Pourquoi elle a disparu en 1848? Parce que la classe moyenne, c'est les gens qui ont le droit de vote sans être nobles. Vous avez la noblesse qui est en haut, vous avez les gens qui n'ont pas le droit de vote parce qu'ils ne paient pas d'impôts et parce qu'ils ne contribuent pas suffisamment par leur travail à la création de richesses. Et puis vous avez les gens qui sont entre les deux, le moyen, la classe moyenne, qui sont les gens qui ont le droit de vote parce qu'ils paient suffisamment d'impôts. Et c'est ce que dit Guizot, qui est ministre de Louis-Philippe, à ceux qui disent qu'il faut améliorer le système en augmentant le nombre de votants. Il dit, mais si vous voulez avoir le droit de vote, enrichissez-vous. Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne.
le droit de vote est associé au paiement des impôts, et vous avez une dynamique qui est une dynamique qui est supposée être positive, dans laquelle l'incitation à s'enrichir s'associe à une incitation, à une envie de devenir un citoyen actif. Dans ce même 19e siècle, ça commence avec un économiste anglais qui s'appelle David Ricardo, qui dans le chapitre 17 de son livre de référence, qui s'appelle Les principes de l'économie politique et de l'impôt, parle d'une anecdote qui est l'exil de Lady Hamilton. Et donc Lady Hamilton est morte à Calais. Elle est morte, donc, comme le dit Ricardo, en terre ennemie. Puisque Lady Hamilton, je vous rappelle, ça a été la maîtresse de Nelson. Et s'il y a des gens qu'elle déteste, ce sont les gens qui ont tué l'amour de sa vie. Et qui a tué Nelson? C'est la France. C'est une des rares fois où la marine française a réussi à tuer quelqu'un. Et c'était assez bien visé, c'était le chef. Et donc, ce que va dire Ricardo, c'est que pourquoi est-ce que Lady Hamilton quitte le territoire anglais? Parce qu'elle est pourchassée par le fisc. Et donc, Ricardo dit, vous avez deux interprétations possibles. Vous pouvez considérer que c'est une mauvaise patriote. Mais son passé montre quand même s'il y a quelqu'un qui s'est investi pour la gloire de ce pays. Alors il y a même quelques formules que l'on jugerait un peu salaces maintenant. Et elle a même fait don de son corps à la gloire de ce pays. Il dit, elle a été le repos d'un guerrier. Et quel guerrier? Et ce guerrier nous a apporté la victoire. Donc on ne peut pas l'attaquer d'être une mauvaise patriote. Qui sont les mauvais patriotes? Ce sont ceux qui poussent les gens comme Lady Hamilton à fuir leur pays. Et donc le mauvais patriote, c'est pas celui qui s'exile, c'est celui qui conçoit les impôts, qui légitime l'exil. On en revient à la même situation que Sébastien Le Balpe, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où l'excès d'impôts génère chez des individus un comportement qui est immoral et qui n'est pas naturel chez eux. Le concubinage chez les Bretons, l'installation en France chez les assassins de son amant, chez les Hamilton. Donc on a un 19e siècle qui va se construire autour de cette idée qu'il faut qu'il y ait des représentants, que ces représentants vont voter des impôts, que ces impôts vont être relativement limités, et qu'il faut définir la partie de l'activité publique, qui est la partie de l'activité publique qui est déférée, conférée à la population à titre privé. En l'occurrence, ça va être la guerre. C'est-à-dire que le 19e siècle va inventer à la place de la corvée l'impôt de sang. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on constate que c'est ridicule de faire des routes et des chemins de fer par des gens en leur disant tu viendras pendant toutes les fins de semaine pour essayer d'entretenir la route. On va créer des gens pour ça. En revanche, on va remplacer les mercenaires et les armées de métier par toi. Ta mission, ce sera de te faire tuer. Et donc, et ça, ce sera un impôt, une forme d'impôt, et qu'on va appeler l'impôt de sang. Ce qui est intéressant, c'est que on va le fonder, là aussi, sur une logique qui est une logique de contrainte améliorée. Ce que je veux dire par là, c'est que la loi Jourdan, qui est votée en 1798, prévoit le service militaire universel, la conscription, mais très vite, on met en place le système de tirage au sort. Et je vous rappelle que dans tous les débats qui ont lieu au XIXe siècle, la durée du service militaire jusqu'à l'avènement de la République, c'est de 5 ans, avec tirage au sort. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va faire 3 ans ou 2 ans avec tout le monde, ou garder 5 ans? Tirage au sort, c'est-à-dire pour avoir le même effectif, on en garde certains plus longtemps, mais ces gens-là ont un choix, acceptent de venir. Et donc, là aussi, vous avez une théorisation de la pratique du tirage au sort et de la forme du service militaire qui consiste à dire que, non seulement par ce biais-là, on associe la population, mais qui plus permet à une partie de la population de se constituer un petit volant d'épargne, puisque les gens qui vont faire un service militaire sont des gens qui, effectivement, en général, vont se vendre, d'une certaine façon, et vont se constituer ici une partie d'épargne. Au moment où on vote effectivement la règle de service militaire universel sur la Troisième République, on fait un état des lieux, on s'aperçoit que l'activité essentielle des notaires, c'est la gestion du tirage au sort, et c'est la gestion de l'épargne, une petite épargne populaire, qui est placée en livret de caisse d'épargne, puisque le livret A est créé en 1818, et qui permet effectivement à une partie de la population de détenir une forme d'épargne qui est liée à une action en faveur de l'État organisée par l'État. Alors, ce système
est un système qui va avoir comme conséquence que la révolte fiscale disparaît. En 1848, lorsque Karl Marx écrit le manifeste du Parti communiste, il écrit que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Or, en 1848, pourquoi il écrit ça? Parce qu'il a sous les yeux une société dans laquelle, effectivement, les affrontements sont des affrontements sociaux. Or, l'histoire de toute société jusqu'à 1789, c'est l'histoire de la lutte fiscale. Marx, donc, va projeter un événement très particulier qui est la vie quotidienne des pays européens des années 1840, pour dire que ça a toujours été comme ça, afin d'en tirer des conclusions, en disant la conséquence de ça, c'est que cette lutte des classes va déboucher forcément sur la victoire ultime du prolétariat et la société socialiste. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'appuie sur un événement qui est une aberration historique, qui est la disparition de la lutte fiscale. Alors la lutte fiscale, elle va reprendre quand? Mais elle va reprendre lorsque les États vont de nouveau être en situation de représenter une contrainte qui n'est pas légitime parce qu'ils ne satisfont pas aux engagements qu'ils prennent. Premier élément, c'est la gestion de l'impôt sur le sang va prendre un tour tellement dramatique qu'il va y avoir une sorte de rejet de cette vision de la société. Grosso modo, je ne vais pas, mais en 1914, personne n'a déserté, que ce soit du côté allemand ou du côté français. En 1940, je ne vais pas refaire l'histoire, mais enfin, il y en a qui sont partis vite. Hein. Et donc, l'idée de payer l'impôt sang a commencé à se défaire. Face à ça, l'État a inventé une réponse qui est de dire vous devez quand même payer des impôts, pas forcément l'impôt de sang, puisque progressivement, peu à peu, les services militaires ont disparu. Mais je vais vous apporter une autre chose qui est le plein emploi. Et donc, vous avez une constitution d'une organisation intellectuelle dans laquelle l'impôt est associé au plein emploi. Et vous avez même un économiste qui s'appelle A. Venmo, qui a eu le prix Nobel d'économie pour avoir fait un théorème que les étudiants en économie connaissent surtout en France, qui fait que plus vous augmentez les impôts, plus vous augmentez la demande, puisque l'État a une capacité de dépense accrue grâce à ses impôts, et plus vous augmentez la demande, plus vous obtenez effectivement une croissance économique. Et donc vous avez une logique qui consiste à associer l'impôt à la croissance économique. Cette logique-là va de nouveau exploser lorsque l'État va être dans l'incapacité de garantir le plein emploi. En 1947, paraît un livre qui s'appelle Full Employment and Economic Policy, qui est un livre qui est fait par Alvin Hansen. Ceux d'entre vous qui ont fait de l'économie ont entendu parler de M. Hansen, qui était le concepteur du modèle ISLM, qui est un des grands moments de l'enseignement de l'économie. Et Alvin Hansen théorise au fait cette idée, qui va être reprise par Adelmo, cette idée qu'effectivement, il y a une sorte de capacité de l'État à garantir le plein emploi. Et donc, il y a une véritable mission de l'État grâce à la politique fiscale, et qu'à partir de ce moment-là, la population doit apporter son assentiment, plus encore que son consentement, parce que par l'intermédiaire de l'impôt, elle a cette espèce de confort matériel que constitue le plein emploi. Non seulement elle a ce confort matériel, mais en plus on va organiser et construire des États-providence autour du plein emploi. C'est-à-dire la sécurité sociale, l'indemnisation du chômage, un certain nombre de modes de fonctionnement des États, les États-providence, que ce soit au Royaume-Uni, en France, ou même en partie aux États-Unis sous Kennedy, sont conçus sur l'idée que l'impôt est le moyen d'apporter le plein emploi. Alors ça va échouer. Ça échoue avec la récession des années 70. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing, qui à l'époque est ministre de l'économie et des finances, quand il présente ses vœux, Jean Boissonnat, dont certains d'entre vous se souviennent probablement, qui est le porte-parole de la presse économique, lui dit que dans ses vœux, il a été tout à fait brillant comme d'habitude, mais il n'a pas dit un mot de choc pétrolier. Et à l'entendre, celui-ci n'aura absolument aucune conséquence sur la vie de la population. Et Valéry Giscard d'Estaing dit si, ça va avoir une conséquence, ça va avoir une conséquence en termes de redistribution, d'inflation, de ponction sur le pouvoir d'achat, mais il faut que la population se rassure, et il a cette formule extraordinaire, nous avons la volonté et nous avons les moyens de garantir le plein emploi. C'est-à-dire que l'État, par ses impôts,
et par la capacité de dépenses qui sont liées à ces impôts, peut apporter à la population la garantie du plein impôt. Or, en 1993, le président de l'époque, François Mitterrand, qui a été élu en 1981 sur le thème « Ma priorité, c'est l'emploi », répond de nouveau à des journalistes. Et ces journalistes lui disent « Vous avez été élu en 80 avec un discours simple, ma priorité, c'est l'emploi. Il y avait 2 millions de chômeurs. Vous rendez plus ou moins les clés du camion à la droite avec l'élection de la nouvelle Assemblée et la nomination de M. Balladur. Il y a 3,5 millions de chômeurs. Heureusement que c'était votre priorité. Parce que si ça n'avait pas été votre priorité, on serait à combien? À 4 millions, 5 millions de chômeurs. Et là, Mitterrand agacé dit, contre le chômage, on a tout essayé. Et donc, l'État qui était supposé obtenir l'assentiment de la population en lui garantissant une forme de protection, a montré que sur le plan politique, ces actions pouvaient conduire à verser un impôt du centre qui est un impôt exorbitant, et que sur le plan économique, la garantie de la croissance et du plein emploi n'était pas au rendez-vous. À partir de ce moment-là, de nouveau, s'est posé le problème de la définition de l'impôt par la contrainte. C'est-à-dire que si l'assentiment n'est plus là parce que les missions et les réponses de l'État ne sont pas au rendez-vous, à ce moment-là, on rentre dans le domaine de la contrainte. Alors, il y a toujours la représentation, mais il y a la révolte fiscale et la contrainte qui se met en place. La révolte fiscale, elle commence en 1978 en Californie, elle va se répandre. Vous avez donc 1983, Mitterrand qui dit mon objectif désormais c'est de baisser le taux de prélèvement obligatoire. Et donc c'est l'acceptation par une partie de la classe politique, y compris celle qui est le plus associée au sadofiscalisme, de l'idée que les prélèvements obligatoires sont devenus exorbitants, sont devenus excessifs. Et puis cette révolte fiscale, elle va conduire effectivement à un certain nombre de décisions, qui sont des décisions qui vont être d'essayer de colmater la brèche, avec cette idée que, dans un premier temps, on va pouvoir essayer d'utiliser l'autre contrainte pour essayer d'abaisser la population et de récupérer une partie du pouvoir d'achat qui consentit à la population par l'intermédiaire de l'inflation. Où nous en sommes aujourd'hui? Quelles leçons tirer de tout ça? Est-ce que l'assentiment est toujours au rendez-vous? La réponse est non. Les gens en ont marre. Et non seulement les gens en ont marre, mais ils construisent leur révolte en se référant aux révoltes d'antan. C'est-à-dire que les bonnets rouges ont assumé l'idée qu'ils étaient les héritiers spirituels et intellectuels des bonnets rouges de l'époque de Louis XIV. Il y a cette idée d'ailleurs qu'il faut se définir par rapport à une sorte de symbole. On n'est plus des lustucrus, on n'est plus des va-du-pied, on est des pigeons. Et donc la révolte va prendre des noms, c'est-à-dire les pigeons. Donc il va y avoir une espèce d'organisation intellectuelle où la révolte fiscale retrouve des réflexes, qui sont les réflexes qu'il y avait au XVIIe siècle. Autre révolte fiscale, celle que nous vivons en ce moment au travers de l'affaire des Gilets jaunes. Au départ, les Gilets jaunes, c'est une révolte, non pas contre l'écologie en tant que telle, encore qu'on peut considérer qu'il y a quand même un échec du discours écologique et de la légitimité de ce discours, mais c'est une révolte contre une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que l'enjeu c'est le prix du carbone, et de le traduire en, ça va être l'évolution de la taxe carbone. Le prix du carbone, c'est pas uniquement la taxe. Le prix du carbone, c'est aussi le prix payé aux producteurs de pétrole. Et donc, si l'objectif, c'est de payer tant de la tonne de carbone, et si la Russie ou l'Arabie Saoudite augmentent leur prélèvement, ça veut dire que l'objectif du prix devant rester le même, la part de l'État français va diminuer. Il y a une sorte d'objectif de prix, et un partage qui se fait entre la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Algérie et la France. Or, c'est pas ça qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est que la France, elle veut tel montant. Et donc, il y a bien l'idée que l'utilisation de la référence écologique rejoint la logique de l'imposteur. C'est-à-dire, on crée des impôts pour mentir. Et donc, on est dans une situation où la légitimité subsiste au travers de la représentation, mais cette légitimité est amoindrie, parce que cette représentation ne joue pas immédiatement et de façon manifeste son rôle,
Et donc, il y a l'idée qu'effectivement, comme on le pensait à l'époque de Jean-Jacques Rousseau, l'inventeur d'impôts est un menteur. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une forme de mensonge qui a disparu. C'est-à-dire que lorsque les États ont senti qu'ils allaient trop loin dans l'imposition, ils ont réactivé l'inflation. Et donc, il y a toute une période, si vous regardez les grandes crises et les grandes distributions de pouvoir d'achat illégitimes qui ont été faites depuis 1945, à chaque fois, elles ont été suivies d'une dévaluation dont l'objectif était de relancer l'inflation. Grosso modo, lorsque en 1947 on a baissé le pouvoir d'achat des Français, de façon d'ailleurs anonyme par rapport à ce que nous vivons franchement, puisqu'à l'époque il s'agissait d'abaisser la ration de pain des Français de 300 grammes à 250 grammes. C'est rien par rapport à l'augmentation de 3 centimes du prix du carburant. Maintenant on souffre. À l'époque, on ne souffrait pas. On avait une vie sympathique, austère, certes, mais on ne souffrait pas. Maintenant on souffre. Et donc, la population a réagi. Ce qui est intéressant, c'est que l'État a une double attitude. La première, c'est de ne pas céder. Et la deuxième, c'est de concéder. Donc, on ne cède pas sur la mesure, mais on augmente de 40% les allocations familiales pour dire une partie de la baisse du pouvoir d'achat qui est liée à la baisse de la valeur du ticket de rationnement va être compensée par l'augmentation des allocations familiales. Et puis en janvier 1948, on dévalue le franc de 80%, ce qui fait qu'il y a 60% d'inflation, ce qui fait que les 40% de hausse des allocations familiales sont déployés. En 1956, on donne aux Français la 3e semaine de congés payés, on augmente les salaires minimums, on sort de la crise de Poujade. La TVA va avoir comme conséquence de modifier la répartition des prix, donc on fait des allègements d'impôts et tout ça. Et en 1958, la première chose que fait le général de Gaulle en arrivant, c'est de dévaluer. Alors, cet outil n'est plus là. Donc nous avons une population qui est une population qui est de plus en plus excédée, une population qui ne veut plus payer d'impôts et qui ne veut plus qu'on la vole par l'intermédiaire de la dévaluation. Même s'il y a des gens qui sont nostalgiques, qui nous expliquent on pouvait dévaluer. Mais ils nous présentent ça en plus en général comme quelque chose qui nous ferait du bien. Si on pouvait vous arnaquer, c'est dommage qu'on ne puisse pas. Ça serait si bien si on pouvait vous voler comme ça, en plus vous seriez obligé d'applaudir. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste, est-ce que l'État est capable de nous rendre des services? Là aussi, l'État ne nous garantit plus le plein emploi. Quel type de service il pourrait nous rendre sur le plan économique? Eh bien, je crois que la réponse est toujours celle qu'on disait au XVIIe siècle, c'est oubliez-nous. La seule solution pour l'État, puisqu'il ne peut plus dévaluer, puisqu'il ne peut plus augmenter les impôts, c'est de commencer à les baisser. La question qui se pose, c'est quand, comment, et comment est-ce qu'il articule ça avec les dépenses publiques? Alors, je vais conclure avec 3 remarques là-dessus. La première, c'est que je pense que un des atouts, une des formes, c'est ce que je raconte dans mon livre, qui s'appelle « Les impôts histoire d'une folie française », c'est qu'on arrive à une phase où l'impôt devient un enjeu qui est un enjeu quasiment ludique. C'est-à-dire que le grand enjeu, c'est de faire en sorte que personne ne comprenne. Je parle même de fiscalité quantique. Vous savez, en mécanique quantique, si vous arrivez à repérer où est une particule, vous n'arrivez pas à savoir quelle est sa vitesse. En revanche, si vous avez repéré quelle est sa vitesse, vous pouvez savoir où elle est. Et donc je pense que dans notre fiscalité, c'est un peu la même chose. Si vous avez compris ce que vous devez payer, vous ne pouvez pas comprendre ce que vous allez payer l'année prochaine. En revanche, si vous arrivez à comprendre à peu près quelle est la philosophie de la trajectoire, comment est-ce que résonne le fisc, vous êtes dans l'incapacité de savoir ce que vous devez payer cette année. Et donc, récemment, je publie donc par mes activités, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas très bien qui je suis, donc je rappelle, j'aurais peut-être dû le faire d'emblée, mais enfin je rappelle que je suis professeur dans une école de commerce à le sud de Paris et je suis éditorialiste dans un certain nombre de médias. Je tiens une chronique sur BFM Business et je suis éditorialiste aux Échos. Et récemment, j'ai envoyé sur les impôts les éditoriaux aux Échos où je citais l'OCDE qui dit que les entreprises doivent 233 impôts par an. Elles sont ponctionnées à hauteur de 233 impôts. Alors, pas toutes, certains, beaucoup seront faits
retraites, des adhésions, des impôts, des taxes qui sont liées à des types d'activités professionnelles. Et mon correspondant aux Échos m'a dit, vous êtes sûr que vous n'avez pas la maladie de Parkinson, vous n'avez pas tremblé, c'est 23. Je dis non, c'est 233. Il n'y a qu'un pays qui fait mieux, c'est l'Italie. Et d'ailleurs, l'équivalent des Échos en Italie a une rubrique quotidienne qui s'appelle l'impôt du jour. Et c'est l'impôt que chaque entreprise doit payer, avoir payé aujourd'hui. À 233, on n'est pas loin de l'impôt du jour, sachant que les Échos ne paraissent pas le week-end, donc on n'est pas loin. Face à cette situation, vous pouvez essayer de simplifier, et la force de l'administration, c'est d'avoir dit ce serait ridicule de simplifier si tout le monde comprenait, ce serait bien bête. Et donc, on a créé le droit à l'erreur. C'est idiot, c'est incompréhensible, mais vous avez le droit de ne pas comprendre. Ce qui est intéressant dans la loi sur le droit à l'erreur, c'est que vous avez des situations dans lesquelles vous n'avez pas le droit de vous tromper. En particulier pour tout ce qui concerne l'écologie. Donc, dans l'art de la loi, vous avez le droit de vous tromper, mais pas pour tout. Et si vous n'avez pas compris ce sur quoi vous aviez le droit de vous tromper, vous avez un droit à l'erreur sur le droit à l'erreur. Bon, on en est là pour l'instant, mais en fait, la législature n'est pas terminée. Et on peut imaginer qu'il y a un droit à l'erreur sur le droit à l'erreur sur le droit à l'erreur. Bon. Donc, vous avez un système qui est un système qui est compliqué et qui a besoin de cette complication et qui se légitime par cette complication. Je vais prendre un dernier exemple dans ce domaine, c'est que on nous met en avant assez souvent qu'il faut une tranche d'impôt sur le revenu à 90%, parce que aux États-Unis, à l'époque de Roosevelt, on avait atteint, Roosevelt c'était en période de guerre, donc on peut considérer que les gens qui payaient effectivement étaient des gens qui ne payaient pas l'impôt de sang, et donc les 90% étaient en regard de l'impôt du sang, ce qui est quand même pas exactement la même chose. Et puis qui l'a supprimé, c'est pas Reagan. C'est Kennedy qui a supprimé les 90%. Et pourquoi il a supprimé les 90%? Parce qu'il a demandé à voir qui payait les 90%. Ah mais on lui met personne. C'est tellement aberrant. Non, mais alors on a mis tellement de conditions pour s'exonérer des 90%, c'est que plus personne ne les paie. Et donc Kennedy a eu cette formule, il a dit avec les 90%, en fait, on n'enrichit pas l'État, on enrichit les conseillers fiscaux. Et donc effectivement, vous avez une sorte d'industrie du conseil fiscal qui s'organise autour de la complexité de cette fiscalité, qui a comme conséquence qu'un des véritables enjeux, c'est aussi de rentrer dans le large d'un certain nombre de rentiers de la complexité. La deuxième réflexion que je ferai, c'est que je pense que si on doit baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique. Et quand on dit ça, immédiatement, les gens disent oui, on est d'accord, mais vous allez supprimer combien d'emplois de fonctionnaires? Vous allez supprimer combien d'emplois d'infirmières? Vous allez supprimer combien d'emplois de policiers? Vous allez baisser le budget d'éducation. Et là, à ce moment-là, on est obligé effectivement de se mettre à genoux en disant excusez-moi, je n'avais pas compris, je n'avais pas bien vu. Alors, je pense qu'on en revient à la logique de la corvée. Je ne dis pas qu'il faut. Et je pense que, et là aussi dans un de mes papiers dans les Échos, j'avais dit qu'il faut arrêter la logique du sécateur et la logique du rabot. Vous savez, il y a des gens qui disent le sécateur, c'est on coupe certaines branches, l'État n'a plus à s'en occuper. Le rabot, on prend 10% sur tout le monde. Moi je dis la bonne logique, c'est le marteau du commissaire-priseur. On prend un certain nombre de services et on dit est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de le gérer correctement? Et là vous avez des gens. J'étais, et puis mon troisième thème, je vous donne la parole, j'étais jeudi soir dans le train glorieux qui a fait Marseille-Paris dans le même temps que sous Napoléon III. Sauf qu'à l'époque, c'était des trains de nuit, donc il y avait des couchettes. Donc là, nous n'avions pas de couchettes. Bon, il y avait une ambiance sympathique, il y a eu quelques orions, tout ça. Et ça nous a permis de vérifier d'ailleurs que les effectifs de la SNCF ne sont pas ce qu'ils devraient être, puisqu'il n'y avait personne de la SNCF. C'est vrai que c'est clair. Une fois qu'on nous a dit vous êtes allé au Perrache, vous démerdez le train, tout le monde est parti. Et donc, en arrivant à la gare de Lyon, les gens finissent par avoir l'habitude. Vous savez, on dit qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, c'est faux. Dans l'actualité, maintenant, on ne va parler que des trains qui arrivent à l'heure, parce que c'est ça l'exception.
on ne parle pas des traits qui arrivent à l'heure parce que c'est normal, on parle des accidents. Là, dans l'actualité, c'est l'inverse. Ce qui se passe maintenant, on va parler des traits qui arrivent à l'heure. Et donc, la personne qui était à côté de moi me dit, je vous reconnais, je suis d'accord avec vous, quand est-ce qu'on les privatise? Je dis oui, sauf que c'est pas ce qui a été mis dans le pipe. Dans la réforme, soi-disant très courageuse de la SNCF, la seule chose qu'on leur a dite, c'est rassurez-vous, vous allez rester public, et l'idée même de porter atteinte à votre qualité, capacité, quantité de travail est tout à fait exclue. Et donc, je pense qu'il faut assumer l'idée qu'un certain nombre de choses, non pas la défense, il ne s'agit pas de rétablir le service militaire, non pas les routes, il ne s'agit pas de rétablir la corvée, mais un certain nombre de choses relèvent de l'activité privée, non pas sous la forme, encore une fois, de la corvée ou du service militaire, mais sous la forme de l'adjudication systématique de ces activités à l'extérieur de l'État. Toutes ces activités... Alors, c'est difficile, parce que M. Bruno Le Maire dit la vocation de l'État n'est pas de gérer des hôtels et des boutiques de luxe. Tout le monde lui dit oui, c'est vrai ça. Bon. Puis il dit, vous savez qu'à l'aéroport de Paris, ça gère surtout des hôtels et des boutiques de luxe. La réponse suivante de nos élus, y compris la droite, qui se définit comme libérale, c'est dire, ah non, mais l'aéroport de Paris, c'est de la souveraineté. L'aéroport de Paris, il n'est pas question de privatiser. Demandez autour de vous aux gens qui est-ce qui gère l'aéroport d'Israël, premier aéroport européen. 80% des gens sont persuadés que c'est l'État britannique. Alors l'aéroport d'Israël est privé, et non seulement il est privé, mais il n'est pas géré par une entreprise britannique, il est géré par une entreprise espagnole spécialisée dans le transport, qui gère d'ailleurs aussi les autoroutes que nous avons à notre disposition dans cette région. Et donc, je pense que le deuxième aspect, c'est baisser la dépense publique par une redéfinition des frontières de l'État. Et puis, le troisième élément, dans la nature des impôts qu'il faut baisser, je pense qu'il y a un principe fondamental de l'économie assez simple, qui est résumé dans ce qu'on appelle, enfin, il y a des principes fondamentaux qui sont résumés dans ce qu'on appelle les 10 points de Nicolas Grégory Mantua. Donc, vous savez, quand on apprend l'économie, historiquement, on l'a appris avec Jean-Baptiste C. à l'époque où la France existait, à l'époque où Frédéric Bastiat réfléchissait. Et ensuite, on a appris l'économie avec des auteurs anglais, Senior, Marshall, puis ensuite maintenant avec des auteurs américains. Et donc, ça a été Samuelson, et maintenant c'est Nicolas Grégory Mantua. Alors, c'est une économie scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous explique que le marché c'est plus efficace que l'État. Donc, en France, le livre est quasiment interdit, il circule sous forme de samizdat. Aucune maison d'édition ne l'a traduit, mais vous avez toujours des monstres dans la vie. Il y a un éditeur de Liège, qui l'a traduit. Donc on en a une version en français. Bon, on aurait dû annexer la Belgique, c'était le Casus Belli. Les mecs, ils produisent des tracts, ça pourrait être autre chose qu'un tract, disant que la concurrence est plus efficace que la gestion publique. Comment peut-on? Et dans les 10 principes de Mantua, il y en a un qui est simple, qui est de dire qu'on ne peut pas distribuer du pouvoir d'achat si on ne produit pas. Et donc, si on veut véritablement améliorer la situation, si l'État veut répondre aux attentes de la population, il doit faire en sorte qu'on produise. Et donc, pauvres paysans, pauvres royaumes, pauvres rois, le véritable enjeu, c'est le paysan d'aujourd'hui, non pas le paysan symbolique d'entrepreneur. Et donc, les premiers impôts à baisser, mais de façon drastique, violente, brutale, sans état d'âme, c'est les impôts des entreprises. Avant de se poser la question de savoir quels sont les bons taux de TVA, je pense qu'avec un impôt sur les sociétés à 25%, alors qu'il est de 12,5% en Irlande, nous sommes à côté de la plaque. Et donc, nous avons de nouveau des bonnets rouges et du sucre. Ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur réponde en leur donnant du travail et de la richesse. Et que la façon de le faire, c'est de redonner le pouvoir aux paysans. Parce que c'est la seule façon qu'a le roi de devenir riche. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous avez maintenant le droit de vous indigner. Mais je suis comme tous les vrais libéraux. Je suis le seul à penser ce que je pense. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous insulte.